Avec la température oscillant entre 18 et 20, parfois même 16 degrés, rouler sur les engins à deux roues en ce moment expose à un coup de froid. Pour ainsi se protéger, le port de casque de sécurité est devenu une nécessité, voire une obligation pour le motocycliste. Entre l'application de l'article 39 à la suspension du mot d'ordre de grève en passant par la réhabilitation de 2000 salles de classe et 99 centres d'animation pédagogique, les avancées notoires ont été enregistrées au plan de l'éducation depuis l'arrivée de la transition. Nous en parlons au cours de cette édition. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Le froid apparaît comme l'un des principaux cauchemars de ceux qui se déplacent à moto, avec la température oscillant entre 18 et 20, parfois même 16 degrés. Rouler sur les engins à deux roues en ce moment expose à un coup de froid. Du coup, le port de casque de sécurité est devenu une nécessité, voire une obligation pour les motocyclistes en attendant l'adoption de la loi. Mariam Sissoko. Le froid. Un phénomène naturel qui préoccupe de nombreuses personnes comme les conducteurs d'engins à deux roues. En cette période de froid glacial, le casque de protection contre les accidents de la route bénéficie d'une adhésion massive. Du coup, le port du casque est devenu une nécessité. Le port du casque est très utile, surtout en cette période de froid. Et c'est aussi un moyen de se protéger contre les accidents de la route. Si le port du casque est obligatoire pour certains, du moins les quelques-uns que nous avons rapprochés, le contraire se produit pour d'autres. Oui, mais ce n'est pas à cause du froid en fait que je porte. Moi je porte les casques tout le temps. Ça me protège, ça protège d'autres personnes aussi. C'est pour éviter les accidents et tout. Je porte le casque pour me protéger contre les accidents. En cas si je tombe sur la tête, là, ça peut me protéger en cas de coup les factures. Franchement, je n'ai jamais utilisé les casques. Ils m'étouffent. En un mot, je ne les supporte pas. Une chose est évidente. Le casque joue un double rôle de protecteur en cette période de froid en dépit de la divergence des avis. Je lance un appel à tous les motocyclistes de porter les casques comme il le faut. Ça les protège et ça protège d'autres personnes. Vraiment, je demande à tout le monde de porter les casques afin de se protéger et d'éviter les accidents. Le port du casque est et demeure une alternative susceptible d'atténuer les effets collatéraux des accidents de la route. Mieux, il protège contre le froid et même certaines maladies qui en découlent. On parle cette fois-ci des accompagnants du malade hospitalisés dans les hôpitaux. En cette période de froid, ces derniers sont nombreux à élire domicile en plein air devant les urgences. Malgré leur multitude au chevet de leurs malades, l'angoisse liée à leur état critique, sans oublier les aléas du climat, les structures restent très strictes par rapport à un certain nombre de règles. Antamaïga. La prise en charge de certaines maladies nécessite un séjour à l'hôpital et la participation d'au moins un accompagnant dont la présence est aussi importante que l'hospitalisation. Au CHU Gabriel Touré, par exemple, il existe un grand nombre tant dans la cour que dans la périphérie. Ils élisent domicile en plein air, même en cette période de froid. Nous dormons dehors, sous les hangars. Nous n'avons pas le choix. Ils sont nombreux les accompagnants qui n'ont pas de couverture et qui sont obligés de dormir dans ces grands froids, en plus des moustiques. Cette situation est temporaire, certes, mais insupportable des fois. Il fait très froid en ce moment. En plus des moustiques, le froid nous rend malades. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'attendre dehors. Selon les responsables de la structure, les accompagnants doivent respecter un certain nombre de règles. Nous ne disposons pas de beaucoup de places d'accueil dans les zones d'accueil. Donc, si chaque patient dispose de 5-6 accompagnants, il n'y a pas de place assise. Il n'y a déjà pas de place. Nous avons en moyenne 60 patients par jour. Une meilleure façon de soulager les accompagnants, c'est qu'on désigne une personne dans une famille pour être l'accompagnant du malade. À cette personne, on donne toutes les informations. Il a la latitude de communiquer avec le reste de la famille sur l'état du malade, sur l'avancement des traitements, sur l'évolution de la maladie
ainsi que la notion de transfert ou de réalisation des examens complémentaires. Les accompagnants restent toutefois partagés entre l'angoisse liée à l'état critique de leurs malades et les aléas du climat, notamment cette période de froid, d'où ces cris de cœur. Il y a sûrement une raison à cette situation, mais nous demandons aux autorités compétentes de trouver une solution, car c'est un véritable calvaire de vivre dehors en cette période. En tout cas, par souci d'efficacité et de respect de la confidentialité, les accompagnants des patients pris en charge au service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré ne sont pas autorisés à attendre dans les salles de soins. Nous continuons de parler de ce parcours des proches de ce rôle des proches dans le parcours de soins du patient, car le fait d'être entouré par des personnes proches permet de moins appréhender le séjour et d'être rassuré par leur présence. Cependant, ces derniers ont aussi des limites. Pour plus de précision, écoutons le professeur Abdoulaye Amidou Almemoun, chef du service de régulation des urgences médicales au CHU Gabriel Touré. Il est interrogé par Antamaïga. Le service d'accueil des urgences du Gabriel Touré dont il est question ici est un service qui accueille les malades tout venant. C'est-à-dire que l'activité ici n'est pas programmée. N'importe qui a un problème de santé urgent est amené au service d'accueil des urgences. Souvent avec les moyens de la protection civile, souvent avec des taxis ou avec des véhicules personnels, souvent accompagnés, souvent sans accompagnant. Le malade est admis au service des urgences, il est pris en charge par l'équipe médicale, à faire les bilans, jusqu'à nourrir le malade, jusqu'à faire le nursing, jusqu'à faire les soins du malade, sont à la charge du personnel du service d'accueil des urgences. Donc, le rôle de l'accompagnant dans un premier temps, par rapport à la maladie, s'arrête à la porte. Une fois que le malade est examiné, il y a forcément des bilans à faire en général, et il y a des médicaments à acheter. Là intervient l'accompagnant. Parce que si le malade n'est pas assuré, il faut aller acheter les médicaments. Donc il faut un accompagnant pour faire ça. Même si le malade est assuré, il faut récupérer le ticket modérateur de l'amont pour venir faire les prescriptions, aller faire les bilans, aller acheter les médicaments. Au service d'accueil des urgences, dès que le patient est admis, on dit à la famille de venir s'asseoir dans les lieux réservés aux accompagnants. Il y a une salle d'attente à l'intérieur de l'hôpital et il y a une salle d'attente devant la porte. Parce que les parents pensent que l'accompagnant, c'est celui qui vient s'arrêter à côté du malade à l'intérieur des urgences. Imaginez que nous avons 60 malades aux urgences. Si chaque parent veut être à côté de son malade, ça veut dire qu'on aura 120 personnes à l'intérieur des urgences, plus probablement 20 à 30 personnels de santé. Ce qui va nous amener à 100 personnes à l'intérieur des urgences. Autant vous dire qu'on ne peut pas soigner quelqu'un comme ça. En plus qu'à l'intérieur des urgences, il y a des malades qui sont inconscients, sur lesquels on travaille à découvert. Donc, si tout le monde rentre, comment on va respecter l'intimité de ces malades? C'est pour ça qu'on dit aux malades, aux accompagnants, de rester dans les zones réservées à l'accompagnant. À présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Aujourd'hui, 0 cas sur 235 tests réalisés, 0 cas positif a été enregistré, 0 guéri, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le cousinage à plaisanterie, cette pratique ancestrale qui consiste à tenir des propos comiques, parfois offensants, dans le seul but de détendre l'atmosphère sociale. Instituée par le roi Sundiata Keita, cette valeur avait pour but essentiel de guider dans l'éducation, de participer à la décrispation sociale et cela rendait la cohabitation plus agréable. C'était également une manière de pacifier les relations de bon voisinage. Qu'en est-il de la pratique de nos jours? Lala Diahra Touré s'est intéressé à la question. Mon petit,
Le cousinage à plaisanterie est une pratique purement africaine qui se manifeste par un affrontement verbal au cours duquel certaines ethnies se taquinent et souvent s'insultent dans le but de détendre l'atmosphère. Ce tact avait toute sa place dans le monde dit. Ce cousinage a été instauré dans le but de renforcer la cohabitation pacifique entre les fils des mêmes peuples en marge de leurs divergences d'opinion et de culture. Lors de la rencontre à Kourkanfoura, les 12 personnalités qui se sont rencontrées là-bas, ils ont jugé nécessaire que vraiment, dans la cohabitation, on a constaté que la démangeaison sociale, c'est la démangeaison la plus atroce. Pour pouvoir harmoniser, pour pouvoir dynamiser la coexistence, on a voulu instaurer un système qui peut faciliter vraiment la vie en communauté, la vie en société, la vie dans son ensemble. Le cousinage à plaisanterie faisait partie des éléments pédagogiques pour nos ancêtres afin d'éduquer, de sensibiliser, de moraliser et par ricochet participer à la stabilisation de la société. Vous savez que nos ancêtres, ils avaient la volonté de construire d'abord l'être humain. Ils veulent façonner l'être humain parce que quand l'être humain n'est pas travaillé, n'est pas bien monté, bien éduqué, rien ne peut l'orienter. Rien ne peut le sensibiliser. Le cousinage à plaisanterie ou Sinankouya en Bambara est perçu comme un pacte de non-agression entre différentes ethnies et races dans notre société. Les Dogons ne doivent pas être la cause du malheur d'un bozo. Et par respect pour ce principe, les Peuls ne doivent pas agresser les forgerons et les Dogons. Le but recherché à travers ces plaisanteries est la décrispation sociale. C'est ici au Mali que les gens ont des affinités à travers cette pratique. Même dans les transports en commun, lorsque le cœur s'échauffe, il suffit juste de ramener cela dans le contexte du cousinage à plaisanterie. Et la querelle est aussitôt dissipée. Ces pratiques continuent de faire du Mali un pays où il fait bon vivre et si on leur accorde du crédit, elles seraient certainement vecteurs de dénouement de beaucoup de mésententes et d'incompréhension dans notre société. Je vous l'annonçais au sommaire, les avancées progressives ont été enregistrées au plan de l'éducation depuis l'arrivée de la transition. Suspension de mot d'ordre de grève, application de l'article 39, réhabilitation de 2000 salles de classe et 99 centres d'animation pédagogique sur l'ensemble du territoire national pour un coût total de 5 milliards de francs CFA. Ce sont là, entre autres, des faits marquants en termes de bilan de l'année 2022-2023. Et suivons ce focus sur le bilan de l'éducation avec Saloum Konati. Depuis des années, l'école malienne souffre de transparence dans le déroulement des examens, la gestion des infrastructures défectueuses, d'adduction d'eau et autres. Une paralysie due à un manque de respect de la déontologie éducative. Toute chose que le gouvernement de la transition entend relever pour que la politique de l'excellence prônée soit une réalité. Les résultats de l'année scolaire 2021-2022 sont l'illustration de cet idéal. Les dispositions préparatoires, les séances de sensibilisation sont à la base de ces résultats honorables. À partir du 25 septembre 2020, le secteur de l'éducation a connu un véritable exploit grâce aux efforts consentis par le gouvernement de la transition, les syndicats et le département de l'éducation. Cet apaisement du climat social nous a permis d'avoir une année scolaire complète pour le bonheur de nos apprenants et nous avons pu organiser les examens avec beaucoup de management. C'est le fruit d'une année scolaire non perturbée, une meilleure organisation des examens selon le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Le choix des sujets a été fait par une commission très restreinte. C'est pourquoi nous sommes parvenus à les sécuriser. Au-delà du choix des sujets, il y a eu aussi tout un processus de leur multiplication à leur mise en enveloppe jusqu'à leur acheminement dans les centres. Tout ceci a été un processus très suivi par un petit nombre d'agents du CNCE
afin d'en garantir la sécurité et la discrétion. Cette année, les résultats étaient un peu différents de ceux de 2021. Par exemple, si nous prenons le DEF, nous étions à peu près cette année à un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Mais les gens voient certainement le pourcentage, mais il faut dire que derrière ces 38%, c'est plus de 100 000 candidats qui ont été admis au DEF et qui ont été mis à la disposition de l'enseignement secondaire. Au baccalauréat, nous avons fait un taux de 20,35%, ce qui fait un recul d'à peu près 18% par rapport à l'année dernière. Là aussi, il faut dire qu'on a plus de 33 000 admis au bac cette année qui ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur. Avec une très grande satisfaction et grand bonheur, nous avons assisté en tout cas à la conciliation et à l'accord suite aux engagements du gouvernement de revoir la prime de responsabilité pour un coût de 12 milliards de francs CFA annuels. Et ensuite, l'engagement du gouvernement autour de l'amélioration des conditions de travail également et de vie des enseignants dans les écoles. L'année scolaire a très bien débuté. Nous l'avons débuté avec ce grand espoir qu'il y aura l'accompagnement des syndicats. Priorité du gouvernement de la transition, un vaste projet de réhabilitation de salles de classe dans 99 centres d'animation pédagogique sur l'ensemble du territoire est lancé par le président de la transition. L'école a été mise au centre des préoccupations des plus hautes autorités de cette transition, notamment celle du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. C'est ainsi qu'il a été édifié un programme présidentiel de réhabilitation des salles de classe, notamment 2000. Nous l'avons entamé et aujourd'hui nous sommes à peu près à 90% de réalisation. Nous avons hérité, en plus des salles de classe complètement dégradées, des écoles sans adduction d'eau, des écoles sans toilettes, sans latérines. Toutes choses qui contribuent à pousser les enfants à abandonner l'école, particulièrement les filles, en plein cursus. Nous espérons que l'année scolaire 2022-2023 comblera les mêmes attentes, surtout avec la signature du procès verbal de conciliation et récemment avec la synergie du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.